Bon, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à cette édition de Polar à l'encre. On commence, c'est donc la première où il va y avoir une série d'entretiens avec les auteurs invités de cette édition, avec un petit focus un peu plus important concernant l'œuvre de Philippe Cadic, puisque c'était le thème adopté par les organisateurs de la manifestation, Polar et dystopie. Donc on parlera évidemment beaucoup de l'œuvre de Philippe Cadic par rapport à la réédition de ces nouvelles qui vient d'avoir lieu chez Gallimard. Premier auteur qu'on rencontre, c'est François Ferbos. Bonsoir François Ferbos. Bonsoir. Bonjour, il est encore tôt. Alors vous êtes un ancien policier, vous avez beaucoup voyagé autour du monde, et en France aussi d'ailleurs. Mais finalement, vous avez renoué avec vos racines médocaines en revenant un peu vous installer à Bordeaux. Vous avez été le patron de la brigade financière pendant une dizaine d'années, avant de prendre quelques années en mer aussi encore. Et puis désormais, vous êtes en cale sèche un peu dans la région pour vous consacrer à votre nouvelle passion qui est l'écriture. Et vous avez donc produit une série d'aventures consacrée au commissaire Vincent Lafargue, dont la dernière, toujours aux éditions Sud-Ouest, vient de paraître, qui s'appelle Le Dragon Noir de Bordeaux. Alors on entre dans la cité des marronniers, dans cette aventure, et dès d'entrée de jeu, dans la première scène, déjà ça va très fort, un type se fait carboniser et assiste en témoin à cette scène particulièrement violente, un maçon portugais qui s'appelle Joao, avec sa femme Josefa. Et c'est intéressant de s'arrêter peut-être 2 secondes sur ces personnages parce que vous n'avez pas pris ça par hasard. Ces personnages-là sont des vieux de la cité. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette cité. Ils ont connu une cité qui était le paradis. Et apparemment, ce paradis est en train de devenir l'enfer. Alors, est-ce qu'elle existe vraiment, cette cité des marronniers à Bordeaux? Oui, bonjour à tous. Bien sûr qu'elle existe, mais pas sous ce nom. Voilà, on ne veut pas stigmatiser les habitants. Le micro au menton. Oui, d'accord. On ne veut pas stigmatiser ceux qui y habitent encore, mais c'est simplement l'illustration d'un phénomène national de paupérisation des grands ensembles. Donc Joao, qui est un vieux maçon portugais, qui est sur le point de prendre sa retraite et de repartir dans son pays d'origine, dans l'Algarve précisément, le sud du Portugal que je connais très bien, il a sa fenêtre. Et il fume une cigarette et puis il assiste à quelque chose de particulier que je peux décrire ici. Ça sera le premier fait d'une longue série. Il assiste donc à la survenue d'un homme tout habillé de noir qui sort de l'obscurité parce qu'il fait nuit et monté sur une trottinette, pardon. Il s'adresse à un dealer de shit, là, il y en a quelques-uns par là-bas. Et puis après s'être assuré, donc c'est bien une certaine personne, mais il sort de son sac à dos un lance-flamme, ça peut paraître extraordinaire, mais ça existe, un lance-flamme artisanal, et puis simplement il calcine le gars avant de repartir gentiment, silencieusement sur sa trottinette, et puis de se fondre dans l'obscurité. Il est tout habillé de noir. C'est comme ça que ça commence. Oui. Alors Joao était à la fenêtre de son 2e étage, il fume sa cigarette, ça fait longtemps qu'il est interdit de fumer dans les appartements. Oui. Je fais toute une digression là-dessus parce que moi-même fumeur, je fais partie des gens qui sont des parias qui sont devenus des parias. Voilà. Et comment dirais-je, il s'en suivra 6 autres crimes dans d'autres cités bordelaises qui, bien sûr, dans le roman portent faux nom, si vous voulez, et sans qu'on sache de quoi il s'agit. Bon, bien sûr, il s'agit d'un serial killer, mais on ne connaît pas, ses motivations, on n'a aucune idée de son identité, et ce n'est qu'à la fin du roman que l'on comprend de quoi il s'agit. Et en fait, je me suis inspiré de plusieurs faits divers pour arriver à écrire ça. Donc, c'est bien entendu de la fiction, mais paradoxalement, il n'y a rien de fictif dans cette affaire-là. Donc, j'ose pas dire de quoi il s'agit, parce que sinon ça déflorerait peut-être le roman, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Non, il ne faut absolument pas déflorer le roman, parce que c'est un polar. Alors, c'est la règle même du genre, c'est de ne pas déflorer
la fin de l'histoire. Dans ce roman, on peut quand même dire, vous l'évoquez là juste à l'instant, on parle du trafic de drogue, et vous faites souvent du petit client qui vient s'encanailler en fin de semaine, qui vient chercher sa barrette de shit ou sa drogue. Vous le faites l'un des premiers responsables finalement, parce qu'on accuse souvent les dealers, mais sans les consommateurs, il n'y a pas de deal. Oui, bien entendu. Pour le policier, c'est important. Oui, bien entendu, bien entendu. Ils ont une clientèle. Alors, en plus, si vous voulez, la France est actuellement le pays d'Europe unie, des 27, qui est le plus fortement en proie ou la victime de toxicomanie. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Et particulièrement avec le hashish, qu'on appelle communément le shit, oui. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les jeunes fument de plus en plus tôt, et de plus en plus en quantité. Et maintenant, ils fument, si vous voulez, des substances du shit qui est beaucoup plus fort en THC, tétrahydrocannabinol, qu'il pouvait l'être il y a 20 ans. Parce que la plupart du shit qu'on vend aujourd'hui est un OGM, qu'on appelle communément le skunk. Et le principe actif est 150 à 500 fois plus fort que la barrette de shit que vous pouvez fumer à vos stores. D'ailleurs, on ne fumait pas de shit, on fumait de l'herbe. C'est la différence entre la nicotine et puis le tabac. Oui, alors effectivement, et puis ça je l'ai constaté de moi-même, les acheteurs, ils font la queue. Ils font la queue, ce sont des véritables supermarchés, surtout de détail. Voilà. Et c'est épouvantable. Alors, bien entendu, ça alimente une criminalité, une économie souterraine qui fait qu'après, il s'explique à coup de Kalachnikov et tout ça. C'est épouvantable, c'est une réalité. Si l'occasion nous a été donnée, on saute dans une voiture et dans 10 minutes, on se retrouve dans certains endroits, dans Bordeaux ou dans toutes les villes de France, où vous avez même des flèches sur les murs, par ici le shit. En ce moment, on fait des remises de 20%, des promotions, et pour 50 €, tu en auras un peu plus, etc. Donc c'est ce monde-là. Et notre témoin, puisque vous parliez de lui, ce pauvre Joao qui fume sa Marlboro à la fenêtre, il est agacé. Il est agacé parce que tous les fils à papa qui viennent chercher le shit pour le week-end, et ils sont morts de trouille. Alors il y en a un qui descend, souvent le passager, et qui va faire la transaction, d'abord il voit le chouffe avant de voir le vendeur, et puis il y en a un qui reste au volant de la voiture de papa, avec le moteur qui tourne sous les fenêtres de ce pauvre Joao. Voilà, effectivement. Mais ça c'est la réalité. C'est la réalité. Alors dans votre un roman, parce que c'est un roman, on n'est pas dans un documentaire sur les cités, les banlieues, dans votre roman il y a évidemment le personnage important, c'est Vincent Lafargue, et le commandant Théo Muller, qui sont plutôt acerbes et remontés à la fois contre les élus de la République, ils ont beaucoup de reproches à leur faire, et sur la violence, sur les reproches, sur les critiques que l'on fait assez fréquemment, sur les violences illégitimes de la police. Alors là, je m'adresse à l'auteur qui est un ancien flic, et est-ce que cet agacement est partagé ou c'est simplement un effet de plume? Moi, je pense que tous les policiers qui font correctement leur boulot sont confrontés à des mises en cause, le plus souvent, voire toujours injustes, de violences illégitimes, d'arrestations arbitraires, et c'est pesant. Et c'est pesant et ça a des conséquences graves sur le psychisme des policiers, parce que nombre d'entre eux deviennent narquois, deviennent moteurs, et ils deviennent misanthropes et agoraphobes. Moi, personnellement, je suis parti très tôt de la police, le plus tôt possible, et pour vous dire ce que j'ai fait, je suis parti 5 ans avant l'âge normal de la retraite. J'ai adoré ce métier, j'ai adoré ce métier. Et le lendemain de mon départ à la retraite, j'ai sauté sur mon bateau en emportant ma femme, quand même, et je suis parti 7 ans en mer. Je ne pouvais plus voir personne. Si j'étais resté, j'aurais fait une connerie. C'était entre le suicide et l'assassinat, ça aurait tourné comme ça. Et dans un élan, ah non mais c'est terrible, et dans un élan de lucidité, de sauvegarde, j'ai vendu une très belle maison dans l'hypercentre de Bordeaux à vite prix, cette maison qui coûte une fortune, ce qui m'a donné suffisamment d'argent pour payer les études de mes 3 enfants qui tous les 3 faisaient des études longues, et on m'a plus vu. Et au téléphone pendant très longtemps, on m'appelait pour me demander des renseignements sur des affaires en cours, des choses comme ça, et en plus
c'était l'époque où celui qui recevait l'appel à l'international, il payait autant que l'autre. Et puis, arrivé, je ne sais plus où, peut-être au milieu de l'Atlantique, ça suffit. Et donc, je ne correspondais plus qu'avec les gens que je connaissais. Et j'ai mis. Alors, j'ai navigué pendant 7 ans. Bon, j'ai navigué depuis longtemps avant, mais en croisière. Et au bout de 7 ans, je me suis reposé en France, dans un village de 18 habitants, à 2000 mètres d'altitude. Il n'y a que 3 années après que j'ai pu commencer à revenir à Bordeaux et à me civiliser et à ne pas avoir une forme de haine et de morgue sur moi. Bon, quand j'ai quitté la police, que j'ai pris ma retraite, j'avais 49 ans et demi simplement. Mon cœur battait au repos, sur la table du médecin, je ne sais pas comment on appelle ça. Mon cœur tapait à 165, tout simplement. Comme je disais à l'époque, je tenais plus le ralenti. Je ne dormais plus, je dormais dans mon jardin pour déranger personne. Et à 4 h du matin, je partais au bureau. Je devenais fou. C'était un métier extraordinaire. Mais si vous voulez le faire avec conscience, et c'est pour ça que dans mes romans, les policiers, ils sont très critiques vis-à-vis de la hiérarchie et vis-à-vis des magistrats. Ils sont aussi très critiques vis-à-vis de la population. Ils en prennent plein la gueule. Et c'est quelque chose d'abominable. Donc, je ne veux pas me présentir là-dessus, hein, je ne cherche pas à me plaindre parce que j'ai fait bien des choses, j'ai fait un métier extraordinaire dans des conditions qui ne sont plus tenables, tout simplement. Et voilà. J'ai travaillé également dans d'autres contrées, en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé dans l'antiterrorisme, et quand on travaille en sécurité publique, c'est-à-dire avec la pression politique de l'ordre public, du maintien de l'ordre, de tous les enjeux politiques qu'il peut y avoir, quand vous avez un maire, simplement un maire qui est hyper politisé, un préfet qui vous fait la pression, un chef de service qui ne sait pas voler, et ça devient infernal. Voilà, c'est tout. Okay. Bon, on va rester dans la fiction. Alors, votre commandant, c'est pas un commandant, c'est Théo, c'est un inspecteur, quoi, un commandant. C'est lui qui prend le pouvoir un petit peu sur l'équipe avec son collègue commissaire Vincent Lafargue. Est-ce que ce genre de duo où les comportements hiérarchiques sont inversés, vous l'avez connu aussi ça dans la police? Bien sûr, tout à fait. Alors, Théo Muller est commandant de police, c'est ce qu'on appelait avant inspecteur divisionnaire. Ouais. Et il est en binôme, en duo avec Vincent Lafargue. Bonjour Tom. Vincent Lafargue qui est commissaire principal. Ils constituent à tous les deux un drôle d'attelage parce que ça quand même c'est des choses qui sont tout à fait originales dans la police. Ce sont des gars qui s'aiment bien, mais ils se sont débrouillés après s'être connus à Paris au 36 rue des Enfers, à la brigade de voie publique, la cour des miracles. Ils ont tout fait pour se retrouver en province. Ils partagent le même bureau. Hiérarchiquement, il y en a quelqu'un qui est très nettement le chef de l'autre. Et puis dans la pratique, comme Théo Muller, simple commandant, on va dire, et a une expérience, on va dire une autorité, une antériorité, il est plus vieux, et bien d'abord il se tutoie, ils sont inséparables, et c'est indispensable dans la police. Et puis effectivement, il a un ascendant sur son chef. Et puis il dit tu fais des conneries, c'est pas comme ça qu'on fait. Et l'autre il s'écrase. Ça existe. Ça existe. Un peu comme dans l'armée entre les sous-officiers. Ce sont des métiers. Oui, moi je travaillais avec des gardiens de la paix. Il y avait un écart hiérarchique terrible. Et des fois je me faisais engueuler par un gardien de la paix, mais c'est quelque chose de sévère. Hein. Et parce qu'il avait raison, j'avais tort. J'étais prêt à faire une connerie. Parce que des fois, on a passé le recul. On a donné dans le bidon, et puis quand on fait une connerie, simplement des erreurs de jugement, ça peut avoir des conséquences graves. C'est bon d'avoir quelqu'un qui vous dit non, ça va pas, tu vas faire comme je te dis. Et c'est très étonnant, mais les relations humaines sont tellement importantes que parfois, effectivement, la notion hiérarchique passe au deuxième plan. Et je trouve que c'est très simple. Dans l'armée aussi, la 317e section. C'est exactement ça, le rapport qu'on voit entre le jeune lieutenant et son adjudant. C'est assez magnifique d'ailleurs dans ce film. Dans ce roman, alors il faut faire un petit peu un rapport, une littérature comparée, on va essayer de faire ça très... Oui, je sais qu'au timing. Ouais, je sais, on l'a dépassé. Et il y a une espèce de truculence dans le personnage qui nous fait évoquer Frédéric Dard et San Antonio. Ce sera ma dernière question. Est-ce que dans cette littérature vous vous retrouvez, est-ce que c'est votre patrimoine, San Antonio et Frédéric Dard?
c'est le jargon policier qui est le patrimoine de Sant'Antonio et Audiard. L'un et l'autre ont pioché dans le jargon policier. Et c'est pas moi qui ai pioché chez Audiard et chez Sant'Antonio. On parle dans la police comme on parle dans ce roman-là. Hein. Quand on parle, je parle d'une fille qui est maquillée, à outrance, on dit qu'elle est maquillée comme une voiture volée. Il y a plein de... Tout est comme ça, les expressions. Donc, je n'avais pas immédiatement à l'esprit, mais toutes les occasions sont bonnes. De toute façon, pour s'amuser, pour chercher la rigolade, la dérision, et pour se moquer, parce qu'on est en recherche permanente d'une distance avec la réalité. Hein. Et même quand vous êtes auprès de, je sais pas, d'un cadavre ou deux ou trois cadavres dans des situations vraiment dramatiques, il se trouve toujours, et c'est heureux, quelqu'un pour dire une sottise. Parce qu'il faut, si on ne fait pas ça, à l'époque, la police que j'ai connue, quand je dis à l'époque, ça prouve que je suis vieux, il n'y avait pas de psychologue, vous connaissiez des situations terribles, de stress affreux, vous assistez à la mort d'une personne, ou on la tire dessous, et puis il faut continuer, parce que vous rentrez au bureau, il y a encore du boulot à faire, et il n'y a pas les prises en charge qu'il peut y avoir maintenant. Donc on est toujours dans la distance et la dérision. Et on se surveille les uns les autres. Et voilà, je crois qu'on est en retard. Bon, merci beaucoup François Fergos. Je rappelle le titre de votre livre, Le Dragon Noir de Bordeaux. Alors c'est le dernier épisode de la série qui nous entraîne donc dans les bas-fonds de Bordeaux. Et voilà, donc vous pouvez retrouver l'auteur bien sûr derrière son tonneau tout à l'heure.